Bienvenue dans Extramuros, le podcast qui met en lumière les dirigeants qui ont choisi de développer leur entreprise en région. Nous sommes aujourd'hui à M, à côté de Lille, avec Mathieu Tarnus, le président fondateur de Sarbacane. Il va nous raconter pourquoi et comment on peut développer une start-up familiale et tech dans la région lilloise. Je suis Guillaume Pellegrin, le président fondateur de Newton Offices. De Marseille à Lille, en passant par Lyon, Nantes ou Bordeaux, j'interroge les entrepreneurs pour comprendre avec vous les raisons de leur succès. C'est parti. Bonjour Mathieu. Bonjour Guillaume. Bienvenue, ravi de t'accueillir. Tu es notre premier invité pour ce podcast Extramuros. Enchanté d'être présent. Et je sais pas si c'est un hasard, les équipes ont bien travaillé, mais ravi d'accueillir quelqu'un qui est tombé dans la marmite de l'entrepreneuriat quand il était tout petit, un peu comme moi. Je crois que tu es la troisième génération d'entrepreneurs dans le Nord, si mes infos sont bonnes, et donc ça c'est un point commun qu'on a, même si moi c'est le Sud. D'accord. Donc tu es le fondateur de Sarbacane. Sarbacane, ça fait quoi? Alors cofondateur, parce que effectivement troisième génération d'entrepreneurs, mais j'ai cofondé Sarbacane avec mon père, donc avec la deuxième génération. Quand on parle de trois générations d'entrepreneurs, c'est pas trois générations qui ont fait le même métier. Mon grand-père était entrepreneur plutôt dans le bâtiment et dans la sidérurgie. Et mon père a opté pour un chemin un peu différent, celui de la micro-informatique. Donc il a créé sa boîte en 82. Moi j'étais tout petit à l'époque, j'avais 2 ans. Mais il a toujours développé cette boîte, fait grandir cette boîte. Et donc en 2001-2002, quand j'étais encore étudiant, on décide de lancer un projet ensemble qui était Sarbacane, un produit qui permet de gérer tout ce qui est campagne email, campagne d'emailing, campagne d'email marketing. Donc on est né en 2001 sur la base de cette idée, celle que les entreprises auront besoin de l'email demain pour communiquer. Ça paraît fou de dire ça aujourd'hui, 20 ans après, mais à l'époque c'était assez innovant comme moyen de communication. On était encore beaucoup avec le papier et le téléphone. Et 20 ans après, on est toujours là. On a beaucoup fait grandir ce projet, cette entreprise, cette équipe. Donc notre métier aujourd'hui, c'est toujours de gérer ce qui est campagne marketing, un peu plus largement que simplement l'email marketing, mais campagne marketing dans le digital pour les entreprises. On route tout ce qui est campagne email, SMS. On fait aussi du chat pour les conversations instantanées sur les sites internet de nos clients. On fait également de l'envoi transactionnel, on fait de tout ce qui est marketing automation, etc. Donc c'est une start-up qui a 20 ans en fait. On nous compare souvent à une start-up parce qu'on a toujours un développement de l'entreprise en mode start-up, mais effectivement on a 20 ans, donc on s'éloigne tout doucement du concept de démarrage rapide. On a eu un démarrage plutôt lent finalement quand on regarde l'histoire de Sarbacane au début des années 2000. On a même commencé très très lentement. L'accélération, elle s'est fait plutôt après les années 2010. Oui, avec le développement de l'emailing. Sarbacane, c'est un hommage à Francis Cabrel? Pas du tout. Pas du tout. Pour l'anecdote, on avait même essayé de le contacter, c'était en 2009 pour un salon, pour pouvoir faire un partenariat autour de sa musique. Non, c'est pas du tout. Ça n'a aucun lien avec Francis Cabrel. C'est juste un nom original qu'on a trouvé au démarrage pour caractériser l'envoi ciblé. On a trouvé sympathique l'association avec le beau Sarbacane. Et je suis plutôt content de ce nom parce que c'est quelque chose qui nous a toujours un petit peu différencié de la concurrence. Email ceci, mail cela. Voilà, nous Sarbacane, on est resté dans la tête des gens et beaucoup de gens connaissent Sarbacane. La marque Sarbacane aujourd'hui est assez reconnue dans notre secteur. Oui, c'est pour le développement à l'international, c'est quelque chose qui vous aide aussi, ou c'est trop français et c'est dur à prononcer? C'est complètement français, c'est un mot qui veut rien dire en dehors de nos frontières. Donc pour l'international, on a une deuxième marque qui s'appelle Mailify. Ah ben voilà, on a retrouvé les emails. Et voilà, malheureusement, on est retombé dans le syndrome mail ceci, mail cela. Et du coup, pour ceux qui sont pas du tout du secteur, qui connaissent pas, qui sont pas familiers avec le marketing, en passant par Sarbacane, du coup, quel est l'avantage? C'est qu'on arrive à trouver des clients, on arrive à mieux communiquer avec nos cibles, c'est ça? On arrive à mieux communiquer parce que nous, on ne fournit pas de fichiers. Nous, on est là pour se positionner entre une entreprise qui a des clients, des prospects, qui a ses propres fichiers et leurs destinataires. On est une plateforme qui permet de gérer la création du message, l'administration des contacts, etc.
la gestion de la campagne, l'envoi et les retours statistiques. On vient pas du tout fournir de data aux clients. Et du coup, c'est avant tout plus un outil à destination des services de communication et de marketing pour les gens qui ont déjà leur propre base de données et qui souhaitent communiquer vers celle-ci. Et du coup, ce que je comprends, c'est que par rapport à des concurrents certainement américains, vous êtes plus sur le conseil, c'est ça? C'est que vous accompagnez plus les clients, vos clients. C'est pas juste un outil. Exactement. Alors, l'email marketing, quand on a démarré, c'était un pari. Aujourd'hui, c'est un marché qui est assez colossal. C'est plusieurs milliards dans le monde. Donc, c'est un marché qui est très segmenté, très fragmenté en termes d'acteurs aussi. Très segmenté. Vous avez ceux qui ciblent plutôt le small et tout ce qui est plus self-service, donc des clients qui vont plutôt utiliser vraiment tout de A à Z, se former à l'outil, apprendre les bonnes choses, les mauvaises choses qu'on peut faire avec l'outil par eux-mêmes. Vous avez les solutions plutôt à destination des grands comptes. Voilà, ça va être les Adobe, les Salesforce, etc., avec des très gros tickets plutôt pour les très grosses entreprises. Puis entre deux, vous avez des entreprises qui, comme la nôtre, ciblent un modèle un peu hybride, c'est-à-dire qu'ils fournissent une solution clé en main, sur une plateforme. Le client peut être autonome, mais a besoin également d'être accompagné dans sa stratégie, dans sa façon d'utiliser le produit, dans la façon d'optimiser ses campagnes. Moi, je fais souvent l'analogie avec Photoshop. Photoshop, c'est une super boîte à outils, c'est un super logiciel. Maintenant, c'est pas parce que vous achetez une licence Photoshop que vous allez devenir talentueux graphiste. Bien sûr. Il vous faut à la fois, bien sûr, apprendre à utiliser l'outil, mais même quand vous savez utiliser chaque fonctionnalité de l'outil, ça fait pas de vous un super designer. Il faut une fibre, il faut une sensibilité, et ça aussi, c'est ce qu'on apporte à nos clients. C'est-à-dire qu'on tous ne s'improvisent pas, même en étant directeur marketing ou chef de projet marketing, ne s'improvisent pas talentueux email marketeur. Nous, on est là pour apporter nos conseils, notre expertise à tous ces clients qui démarrent ou simplement souhaitent s'améliorer dans leurs envois. Ouais. Donc c'est un mix, effectivement, c'est un mix de software et conseil. C'est ce qui fait la différence fondamentale entre l'offre Sarbacane et nos concurrents. Ouais, c'est très clair. Et pour avancer et un peu mieux découvrir peut-être l'ADN de Sarbacane, tu m'évoquais la cofondation avec ton père. Cet esprit familial est quelque chose qui reste chez vous. C'est quoi finalement l'ADN Sarbacane aujourd'hui? Alors l'ADN familial, il dure toujours, même si mon père n'est plus là depuis 2013. Donc je continue l'aventure sans lui. Il est décédé, donc il est mort en 2013. Ça reste une entreprise très familiale dans son management. Aujourd'hui, j'ai toujours la majorité du capital. Je suis très présent au sein des équipes. L'entreprise a beaucoup grandi ces dernières années. Vous êtes combien là aujourd'hui? On est presque 150. Répartis au siège, donc ici à M, dans le nord de la France. On doit être une petite centaine de personnes ici. Puis après, on a des équipes à Barcelone et en Allemagne, avec une société qu'on a rachetée cette année en Allemagne. Et donc du coup, au total, on est un peu moins de 150, autour de 140, entre 140 et 150. Ça reste une entreprise à taille humaine, et je continue avec mes équipes à avoir un management de proximité, et c'est en cela aussi qu'on peut dire qu'on est encore une entreprise familiale. On se connaît tous, on s'apprécie, on aime travailler ensemble, et c'est l'esprit qu'on essaie de développer le plus longtemps possible chez Groupe Sarbacane. D'ailleurs, c'est la tribu Sarbacane, elle a un nom, cette communauté, c'est la tribu, et on aime faire partie de la tribu Sarbacane. Et j'imagine que du coup, oui, je sais que on peut aborder ce sujet. C'est toi qui l'abordes toi-même. Et, tu as pu te réorganiser après la disparition de ton père, en fait. Et, oui, bien sûr. Et peut-être en faire une force, mais en tout cas rebondir une fois cet événement passé. Bien sûr. En fait, quand j'ai créé Sarbacane, on a lancé pas mal de choses ensemble avec mon père. Il avait déjà sa boîte et il avait plusieurs projets lancés. On a participé ensemble à plusieurs belles aventures entrepreneuriales. Sarbacane, j'avais déjà repris et j'étais quasiment seul aux manettes déjà avant qu'il parte. Donc ça n'a pas été trop un souci. Mon souci, ça a été plutôt de gérer ses autres affaires qu'il a laissées quand il est parti, parce qu'il est parti un peu brutalement d'une maladie. C'est plus ça qui était un peu perturbant dans l'organisation. Par contre, pour Sarbacane, on avait déjà, je m'étais organisé, j'ai une équipe que j'ai constituée autour de moi
un board que j'ai constitué autour de moi qui est hyper serré et avec qui on est vraiment en phase sur le développement de la boîte. Donc là-dessus, c'était pas trop un souci. Parce que moi, j'ai l'habitude des business familiaux où en fait, t'es tellement passionné que même le repas du dimanche, ça peut être assimilé à une réunion pour certains. Et ça, je te le confirme. Et du coup, ça peut être peut-être un inconvénient pour certains, mais en tout cas, ça a un énorme avantage, c'est que t'es jamais seul. Et en tout cas, ce thème de la solitude de l'entrepreneur quand tu es en famille, c'est sûr que ça peut être une force. Et donc, je comprends que tu as pu t'entourer autour de toi d'une super équipe. Mais moi, j'ai aussi comme toi des exemples familiaux et qui sont malheureusement plus là. Mais parfois, je suis peut-être passé pour un fou, mais quand t'es coincé, malgré l'aide et la super équipe que tu as autour de toi, parfois tu te poses un peu la question, en tout cas je me pose la question, il aurait fait quoi? Et donc ça, je sais pas si c'est quelque chose qui finalement toi aussi te sert. C'est un peu particulier. Ouais. On est une entreprise familiale, mais c'est pas une transmission à la fin d'une carrière du père vers son fils. C'est un rapprochement sur un projet qui naissait à un moment donné. Et puis faut dire ce qui est, c'est que dans l'entreprise qui était un peu le berceau de Sarbacane au démarrage, donc son entreprise qu'il avait créée auparavant, on était vraiment pas dans une situation idéale. C'était le début des années 2000. Ouais. On était juste après la bulle Internet. On venait de fermer 2 boîtes qui étaient là pour le coup des startups qui n'avaient pas marché. On se retrouvait 25 dans un bâtiment de 2000 mètres carrés. Il fallait vraiment se retrousser les manches pour se réinventer. C'est là qu'est né Sarbacane. C'est là qu'est né même plusieurs belles idées qu'on a créées en même temps. Pour ne pas le citer, Vaidesecure, qui s'appelait Vadé Rétro auparavant, mais est né dans ces mêmes bureaux. Et d'autres activités un peu moins connues, mais qui ont eu un très beau succès derrière, notamment GoToGames et une application FunBridge qui permet de jouer au bridge sur Internet. Ces 3 projets sont nés dans les mêmes bureaux, mais je me souviens vraiment de chaque moment où on se retrouvait à 20h ou le samedi et le dimanche à bosser. C'est vrai que le fait d'être ensemble, ça nous a soudés et ça nous a vraiment permis d'accoucher de ces superbes produits devenus des entreprises ensuite. Ça a peut-être effectivement sur certains déjeuners de famille. Pour précision, je suis l'aîné d'une famille de 5 enfants. Aucun autres de mes frères et sœurs n'ont eu le même parcours que mon frère, en tout cas n'ont pas travaillé avec mon père. Et donc on se retrouvait le dimanche à table. Oui, forcément mon père et moi on se mettait sur un coin de la table et on bossait. Et enfin on discutait. Et puis ça agaçait tout le reste de la famille parce que soit ils comprenaient rien à ce qu'on disait, soit ils en avaient ras-le-bol. Ils vont peut-être te rejoindre un jour, on sait pas. Non, je ne pense pas. Non. On a tous des horizons très différents. Et du coup, ce que je comprends, c'est que cette société, ces locaux sont volontairement chez vous, dans votre région. C'est quelque chose qui comptait pour toi de développer l'entrepreneuriat, l'emploi localement. On a commencé donc dans les bureaux de GoToSoftware, qui était, je le redis, mais l'entreprise qu'avait fondé mon père un peu avant. Donc on a lancé Sarbacane depuis ses locaux. Ça s'est fait un peu pas par choix, ça s'est fait par opportunité et par on va dire simplicité. Et finalement, on est resté dans ces bureaux. 20 ans après, on est toujours dans le même bureau. Alors on a tout refait, tout remis au goût du jour. Parce qu'au départ, on était juste une toute petite activité qui naissait, quelques personnes, et puis avec d'autres personnes qui travaillaient sur d'autres projets. Puis petit à petit, ces 3 projets que j'évoquais tout à l'heure ont grandi tous. On s'est serré dans ces bâtiments. Et puis au bout d'un moment, il y en a une qui a dû partir parce qu'on était trop nombreux, puis 2, puis on a récupéré l'ensemble du bâtiment pour nous, et on a tout rebrandé, on a tout redécoré à la sauce Sarbacane et la tribu dont je parlais tout à l'heure. Donc alors c'est quoi cette sauce alors? Justement. Cette sauce c'est un esprit, c'est vraiment un esprit. Et là, il faudrait plus interviewer mes collaborateurs que les membres de la tribu que moi. C'est vraiment un esprit. On s'apprécie tous. Je pense qu'on est sensible au recrutement, de trouver les personnes qui vont fitter avec l'ADN de Sarbacane. Et ça crée une belle famille. Ouais. Et quand je disais voilà, maintenant on est né dans ce bâtiment. On était une poignée de personnes, on était 2, 3. Et puis maintenant, on est plus de 100 ici à M.
on a eu l'avantage de pouvoir pousser les autres entreprises, les autres locataires petit à petit dehors. Maintenant, on est quasiment, on a encore un peu de place, donc on peut encore se développer, mais peut-être qu'un jour, on verra si on arrive encore à rester dans ce bâtiment M, mais le plus longtemps possible, parce qu'on est vraiment très très bien ici, vraiment très très bien. Alors, qu'est-ce qui fait aussi pour répondre à répondre à la question sur pourquoi ici et pourquoi on a développé ici et pas d'ailleurs. Donc voilà, on l'a dit de M parce que c'est là qu'on est né. On est resté là parce qu'on avait de la place et parce que aussi on a un business. On a toujours eu un business qui se développe à distance. On n'a jamais été dans la nécessité de rencontrer nos clients, nos partenaires. Ça peut se faire, mais on se déplace, c'est pas grave. Enfin, ça n'a jamais été une préoccupation de ne pas être ni à Paris, ni même à Lille. Donc pour la région Nord, on est à 15 minutes de Lille, donc c'est pas non plus très loin. Le transport est un peu plus facile dans la région lilloise que sur Paris. On arrive à faire plus de kilomètres en moins de temps. Et surtout avec le développement d'Internet et de tout ce qui est digital dans les entreprises, on peut absolument tout faire à distance. Et maintenant, je gère même plusieurs boîtes, plusieurs bureaux, avec des bureaux donc à Barcelone, je disais, et à Fribourg, à Berlin, sans aucun souci à distance. Bien sûr. C'est devenu une culture maintenant, je pense, un peu omniprésente dans toutes les entreprises. Mais notamment avec ce confinement qui nous a fait apprendre aussi beaucoup de choses sur le travail à distance. Absolument, et on va y revenir, mais pour avoir discuté avec certaines de tes équipes, tout ça te semble évident, mais je crois que c'est un cadre en fait assez bucolique, très agréable, votre siège. Je crois qu'il y a même une crèche. Ouais, j'ai pas tourné la caméra, mais on est sur une butte à 15 mètres de hauteur, 4 hectares de verdure. Ouais, c'est assez exceptionnel ça quand même. C'est super, c'est super. Et on entretient ça avec amour parce que c'est vraiment un grand plaisir de pouvoir bosser dans cet environnement, avec aussi plein de choses qu'on a mis en place petit à petit. Bon, tout ça c'est pas fait immédiatement. Hein. La crèche, elle est arrivée il y a une petite dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années parce que elle a l'âge de mon produit. Le terrain autour, ça a été en friche pendant des années. Hein. On n'a pas pu. Le bâtiment a été construit en même temps qu'on démarrait Sarbacane. Donc au départ, on a eu un terrain un peu lunaire autour, mais c'était en 2010. Je pense qu'on a tout a un peu basculé en 2010 dans notre développement, mais en 2010, on a investi beaucoup pour avoir de beaux espaces verts. Le réaménagement complet des locaux, on a vraiment tout cassé et tout refait de A à Z, plus construit un gros lobby, enfin une belle entrée pour le bâtiment. Tout ça date de 2017. Donc c'est des choses qui se font petit à petit au gré de notre développement, de nos moyens. Et je pense de votre ADN aussi. Et visiblement, vous avez des locaux qui vous ressemblent et vous n'avez pas attendu la crise pour avoir un espace de travail agréable. Et j'imagine que ça vous aide à recruter, à fidéliser. Absolument. On a une tribu qui est très très fidèle, pas au bâtiment, hein, mais tout simplement à Sarbacane. Après, je pense que je me suis beaucoup inspiré de ce que j'ai vu assez vite aux US. Je me suis fait une visite de Apple et Google. C'était, je sais plus en quelle année, mais j'ai vraiment été épaté. Le fameux Googleplex. Qui n'est pas exactement celui qu'on voit dans le film, hein, dans les stagiaires, parce que ça bosse un peu plus que dans le film. Mais j'ai pu voir quand même cette notion de complexe d'installation, mais également de service à côté, adossé à cet environnement. Et ça m'a beaucoup inspiré. Donc, et ça aussi, c'est des choses qui étaient sur lesquelles mon père était sensible aussi. Donc, on a fait les choses ensemble. Moi, je crois que j'en ai remis une couche assez forte. J'aime beaucoup. Voilà, me dire que si je suis bien, c'est que mes équipes sont bien aussi. J'ai beaucoup de plaisir à les voir installer un peu partout, bosser, discuter, se balader dans les jardins pour parler boulot. Peut-être pas que, mais voilà, on a un terrain de tennis. On a réalisé après confinement que c'était aussi pour ça que servait le lieu de travail. C'est pour créer du lien en fait. Oui, ça c'est ça de la tribu. Complètement. On a découvert, on n'était pas forcément très télétravail avant cette crise, un tout petit peu pour ceux qui habitaient loin. Mais la culture, c'est plutôt justement tout ce qui était investi dans ce campus
c'est le campus Sarbacane. C'est au service de la tribu. Si vous n'êtes pas là, ça ne sert plus à grand chose. Et donc du coup, alors je vais pas dire post-crise parce qu'on est encore dedans, mais il y a une phase où on est revenu au bureau, puis reparti. Mais c'est quoi l'équilibre aujourd'hui chez vous de télétravail et de présentiel? On est sur 1 à 2 journées de télétravail par semaine, et le reste en présentiel. Mais ça a été dur de faire revenir les équipes. C'était dur. Oui. Malgré un lieu de travail aussi agréable. Bah oui, parce que c'est pas forcément le lieu de travail qui est un problème, c'est les transports qui depuis quelques semaines se sont remis un petit peu au même, enfin les problématiques de transport, les bouchons, etc. sont revenus des mêmes que ceux qu'on avait avant la crise. Donc là c'est marrant parce qu'on a le côté un peu content de sortir de cette crise sanitaire, mais on est presque un peu nostalgique de ce que ça a pu amener en termes de transport, en termes de simplicité. Absolument. Parce que c'est des thèmes dans les business que je développe qui nous intéressent beaucoup, qui finalement, la ville de demain, c'est où est-ce qu'on habite, où est-ce qu'on travaille et comment on se rend au travail et est-ce qu'on travaille pas même du lieu où on habite ou de tiers-lieu. Tout ça est une nouvelle ère s'ouvre. Toi, tu es d'ailleurs un acteur de l'Internet, tu as permis tout ça quelque part. Et tu disais donc que vous-même, vous arrivez à bosser à distance et à piloter des business à l'étranger. Oui, d'ailleurs, ça a été vraiment une découverte. Je pense que c'est un test grandeur nature qu'on n'aurait jamais pu mener. Je pense que beaucoup d'entreprises se sont découvertes sur cette crise. Le télétravail, c'est pas nouveau, c'est pas né avec le Covid. C'est des choses qui existaient déjà depuis longtemps, mais qui ont accéléré. Dans le collectif des dirigeants, c'est quelque chose qui était plutôt pas forcément très positif. Pour beaucoup d'entreprises ou de dirigeants d'entreprises, je pense que c'était quelque chose qui ne s'adaptait pas à leur modèle ou qu'ils ne souhaitaient pas, tout simplement, parce que par crainte que les collaborateurs ne travaillent pas, etc. Je pense qu'on a tous découvert beaucoup de choses à propos de ce télétravail avec cette crise, et ça c'est le bon côté du Covid. C'est le fait d'avoir pu tester en grande nature le travail à distance. Après, il faut pas non plus basculer dans l'extrême et être en full remote, équipe full remote. C'est certaines startups qui n'ont pas non plus attendu le Covid pour naître sur ce modèle du full remote. Moi, je trouve que le juste milieu, c'est-à-dire offrir le meilleur confort ici, dans nos locaux, également sur le quotidien de nos collaborateurs, le transport, etc. Faut trouver l'équilibre, mais on peut le trouver assez facilement. Alors du coup, on a pas mal parlé de tes racines, de vos racines. Moi, j'aime bien l'expression des racines et des ailes, et je crois que du coup, ces racines locales vous empêchent pas de regarder global et d'avoir des ambitions. C'est quoi justement donc ces ambitions aujourd'hui pour le groupe Sarbacane? Sur la France, on n'a jamais eu de frein à notre développement en étant AM. Donc ça, on continuera. On a un petit bureau à Paris, mais un tout petit bureau. C'est une antenne parce qu'on a racheté une boîte l'année dernière qui s'appelle Datananas et qui était donc parisienne et qui est toujours parisienne, qui est à moitié parisienne et à moitié émoise maintenant. On a des équipes qui sont partagées à Paris et ici. Ils préfèrent être AM maintenant. Non. Ils aiment bien venir. On était tous réunis la semaine dernière pour les 20 ans du groupe, donc les 20 ans de Sarbacane. On a fait une très grande fête, très agréable de venir, forcément pour eux, et très agréable de les avoir tous réunis. Mais bon, c'est bien aussi d'être sur Paris. Il y a des avantages et des inconvénients à tout. Et sur notre développement, vraiment, je dis pour la France, aucun souci pour vendre, pour développer, pour rencontrer, pas que les clients, mais les partenaires, etc., en étant ici. Et puis pour l'international, maintenant, tout se fait à distance. Enfin, ça nous a pas empêché de racheter des boîtes. Il n'y a pas besoin d'être parisien ou lillois pour acheter des entreprises. On a racheté donc une première boîte, je dis à Paris, mais une deuxième boîte là récemment cette année en Allemagne. Il s'appelle RapidMail. Pendant longtemps, c'est aussi sur le développement organique du groupe. On s'est dit il faut être présent à différents endroits pour développer. On a historiquement une filiale à Barcelone. Je le disais tout à l'heure en introduction. On a une dizaine de personnes dans cette filiale. C'était au départ vraiment pour développer l'activité Sarbacane, enfin Medify, la marque Medify, en Espagne
et sur toute la zone LATAM, donc la partie hispanophone. Depuis, on s'est rendu compte que finalement, on peut piloter n'importe quel pays de n'importe où. Et donc cette entité espagnole à Barcelone, c'est plus un hub pour trouver des compétences. C'est une entreprise qui travaille pas uniquement pour le développement de l'Espagne, mais qui travaille pour le développement du monde entier, y compris qui travaille sur des projets français. On a des Français et des Espagnols qui travaillent sur des projets au service de Sarbacane France. Et on a dans les équipes AM des Allemands, des Espagnols. Enfin, vraiment, on mélange tout ça. C'est pas parce qu'on a un bureau Espagne qui s'occupe que de l'Espagne, la France s'occupe de la France, l'Allemagne s'occupe de la France, de l'Allemagne, pardon. On essaie de croiser, de mélanger un peu toutes ces compétences, tous ces savoir-faire, et sans tenir compte du territoire. Donc pour ton métier, ce n'est pas un handicap que de ne pas être à Paris, en France. Et non, parce que nous on vend en ligne, on vend à distance avec le téléphone. Alors c'est sûr que pour une entreprise qui travaille sur du concret, de la production, etc., des choses palpables, c'est plus logique d'être à proximité de son client. Mais nous on vend de l'immatériel, on vend du soft. Et on le vend, et même la vente, je me souviens, il y a 20 ans, il fallait beaucoup plus aller chez le client pour lui expliquer, pour lui installer, pour tout ça. Aujourd'hui, dans nos métiers, et dans l'informatique, et dans l'univers du marketing, mais dans tous les univers du software, de plus en plus, le logiciel maintenant on va dire, se gère directement par l'utilisateur, avec du conseil qui peut se faire à distance ou en présentiel. Mais même si c'est en présentiel, on a des formateurs chez Sarbacane, ils se déplacent de temps en temps chez les clients, mais c'est quand même assez rare. Très, très clair, merci, très, très éclairant. Pour terminer, on a l'habitude de poser une série de questions. C'est la première fois qu'on le fait, mais on a l'habitude de poser une série de questions qu'on a préparées. Pour toi, en tant qu'entrepreneur, une question assez simple, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé savoir plus tôt? Je pense que je vais transposer ça à ce qu'on aurait dû faire et ce que j'aurais voulu faire pour Sarbacane plus tôt. C'est le développement international. On a été trop tard. C'est qu'aujourd'hui, la marque Sarbacane est omniprésente en France. On a une très très forte notoriété ici, mais on était inconnu jusque-là en Europe. Et quand on a commencé à démarrer, je parlais d'Espagne tout à l'heure, il y a 10 ans. Finalement, c'était à la moitié du chemin. C'était en 2010. C'était déjà trop tard. Il aurait fallu faire ce même travail d'évangélisation, de présence dès le démarrage de ce canal, de cet outil de communication, dès le départ, donc dès les années 2000. Et il aurait fallu faire dans plein de pays différents en même temps pour avoir cette même présence qu'on a ici en France. C'est pas grave, on rattrape notre retard, mais on s'est bien rendu compte que aujourd'hui la croissance organique d'une nouvelle marque, quand le marché est pris, est déjà pris par d'autres marques, c'est beaucoup plus compliqué de pénétrer un marché que si on le fait plus tôt. Donc l'international qu'on aurait dû attaquer plus tôt. Mentalité française, tu penses? Un peu, et aussi, je le répète, mais on est né dans un groupe qui avait déjà 20 ans quand on s'est créé, qui a eu ses expériences avec l'international, et je pense qu'il y a eu un petit peu un syndrome de reproduire les échecs du passé. Donc du coup, on s'est plutôt concentré pendant assez longtemps, trop longtemps, sur le développement de la France. Alors, problématique de la France, c'est vrai que c'est un gros marché avec déjà en termes de développement interne, profondeur qui permet de faire déjà des belles boîtes. Voilà, on n'est pas allé si vite en dehors des frontières. On aurait dû. Après, je le regrette pas. Ça fait partie de notre histoire. On rattrape très vite le retard. Je disais. Là, je pense que maintenant on est un groupe européen. On faisait le point ce matin. On doit avoir 35% de notre business qui est à l'international. Mais c'est pas encore assez. Ça fait quelques années que j'ai envoyé comme signal aux équipes qu'il fallait très vite qu'on passe à 50% France, 50% export, 50% international. Et puis si même la France peut devenir une minorité demain, ce serait une bonne chose. Bien sûr. Donc ça, quoi d'autre? Un conseil peut-être pour les entrepreneurs du coup. Un conseil sur quoi? Pour les entrepreneurs qui veulent se lancer. Sur quoi il faut se concentrer au départ. Je sais pas. Ok. Next. Non, mais c'est.
J'ai l'habitude de dire que il faut s'intéresser. Enfin, j'ai tout fait chez Sarbacane au départ. J'étais vraiment touche à tout. J'ai fait du dev, j'ai fait du commerce, du service client, de la compta, de tout. C'est important d'être touche à tout. Ça permet quand on fait grandir les équipes et quand on recrute des gens qui font les choses à votre place, de leur faire comprendre que vous comprenez aussi ce qu'elles font. Alors ça permet de pas se faire avoir de temps en temps. Ça c'est pour la partie dev. Et puis non, mais au-delà de pas se faire avoir, c'est aussi de montrer que on n'est pas un dirigeant qui maîtrise juste un périmètre et qui recrute d'autres ressources aux côtés pour gérer ce qu'ils ne savent pas faire et ce qui n'intéresse pas. Ça permet d'avoir vraiment des confrontations, des échanges qualitatifs avec les équipes quand on a fait avant elles. Et bien sûr, quand on s'entoure de gens qui sont spécialisés dans un domaine, ça nous élève parce qu'on se rend compte très vite que ce qu'on a fait pendant 2-3 ans, il y a d'autres personnes qui peuvent le faire beaucoup mieux que vous. Et c'est là qu'on prend un peu de hauteur et on avance plus vite. Mais s'entourer donc des bonnes personnes, des bonnes compétences, mais aussi quand même, et c'est très utile, savoir mettre les mains dans le cambouis dès le départ. Aujourd'hui, je trouve qu'avec tout ce qui se passe autour du développement des startups et du financement, on a des entreprises qui vont parfois vite, même trop vite, et dont les dirigeants n'ont même pas eu le temps vraiment de comprendre vraiment ce qu'ils sont en train de créer, de mettre les mains dans le cambouis, cette fameuse expression. Moi, je trouve que c'est essentiel dans le démarrage d'une entreprise. Merci. Comment tu finances ton développement? On l'a toujours autofinancé. On a commencé avec pas grand-chose et c'est pour ça qu'on n'a pas été comme très vite, comme je disais. Il nous a fallu 10 ans pour quand même commencer à avoir une taille critique. Je pense que notre premier million, on a dû le faire au bout de 5 ou 6 ans. C'était long. Donc on s'autofinance depuis le début. Et depuis, on a fait entrer un fonds, puis un autre fonds qui est venu remplacer le premier fonds l'année dernière. Mais c'est plus c'est pas forcément pour financer notre croissance, mais c'est plus pour s'ouvrir à d'autres façons de développer l'entreprise. Je parlais de croissance externe tout à l'heure. Ça nous aide beaucoup d'avoir des gens vraiment aguerris à ces notions. Ça permet de moins se tromper. Et puis ça nous ouvre sur d'autres opportunités. Demain, si on a besoin d'accélérer sur du financement, déjà avoir mis un pied dans tout ce qui est partage de capital, board, comité stratégique, etc. Ce sera la continuité. Et voilà. Donc non, le financement, c'est plutôt beaucoup en autofinancement. Mais il y a beaucoup de boîtes dans notre secteur qui se sont développées ainsi depuis le départ. Qui sont encore là, du coup, et peut-être moins dans cette mode de lever des fonds. En tout cas, combiner une levée de fonds, quelle qu'elle soit, avec un regard sur le retour sur investissement et la rentabilité. Moi, ma génération d'entreprises et d'entrepreneurs, donc début des années 2000, j'en connais beaucoup qui sont restés longtemps dirigeants de leur boîte. Et actionnaire majoritaire de leur boîte parce que c'était comme ça qu'on faisait au début des années 2000. Alors après, on était juste après la bulle Internet. On était dans un moment où les fonds n'investissaient plus du tout sur de la tech. Il y avait une très grande frilosité de ce secteur. C'était, je vais pas dire une belle époque parce que mais les développeurs n'étaient pas aussi recherchés qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une vraie guerre pour tout ce qui est profil ingénieur. À l'époque, il y a eu un délestage assez massif de beaucoup de ressources, donc y compris en développement de la part de grosses agences. Donc c'est que ça a permis de détendre un petit peu le marché. Mais en tout cas, ce qui est marrant, c'est que de toutes les entreprises qui sont nées à cette époque-là, j'en connais encore beaucoup, soit qui sont là, alors soit qui viennent de céder leur entreprise. Moi, j'avais la vingtaine quand j'ai démarré, donc pas forcément l'âge de céder, mais ceux qui ont commencé à 30 ou 40 ans et qui se retrouvent aujourd'hui à 50, c'est un peu normal que 50, 60 qui réfléchissent à la suite. Mais c'était des gens qui ont gardé leur entreprise, des entrepreneurs qui ont gardé leur entreprise pendant 15, 20 ans en étant toujours aux manettes et toujours actionnaire majoritaire. Et c'est assez atypique parce que c'est vraiment une forte disparité entre les entreprises qui sont créées à cette époque-là et les entreprises qui se créent aujourd'hui, depuis on va dire de 2017 à nos jours, qui sont très vite financières. Finalement, c'est des entreprises qui sont très vite, dans notre secteur, dans l'informatique,
et qui sont très très vite financés par des fonds extérieurs. Que ce soit toi ou les sociétés de l'écosystème lillois, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que ça rend plus difficile d'être dans cette région-là? C'est pas plus difficile, au contraire. À Lille, c'est un peu particulier parce qu'on a un très fort écosystème de start-up. Je sais pas si tu connais, mais on a Aura Technologies qui est juste à côté de Lille et qui est assez réputé. Ouais. Un incubateur, accélérateur et hébergeur de beaucoup de start-up sur la région. C'est un projet qui a été mené par la région pour redynamiser une zone et ça a été un énorme succès. Succès qui a été, je sais, pas mal inspirant pour d'autres projets en France. Donc sur l'île, on a quand même un joli tissu de start-up et d'entreprises de technologie. On a une très belle université aussi. On a des grosses entreprises familiales qui investissent elles aussi beaucoup dans les nouvelles technologies alors soit financent, soit participent au développement commercial de business ici. Des entrepreneurs qui ont démarré ici, j'ai pas la sensation, en tout cas dans mon univers, dans les technologies, j'ai pas la sensation que ce soit un frein, le fait d'être à Lille plutôt qu'à Paris. Non, mais tu comprends bien sûr, si que j'avais, du coup, c'est bon. Quand on est sur un marché de PME, enfin moi je le vois ainsi, c'est sûr que si on cible les grands comptes, les sièges de grosses boîtes, forcément c'est plus simple si on est proche de Paris. Il y a une densité beaucoup plus forte de sièges de boîtes sur la région parisienne que sur l'île. On a déjà de quoi faire sur l'île, hein. On a de belles boîtes. Oui, puis Paris n'est qu'à 1 heure en plus. Et Paris n'est qu'à 1 heure de TGV. Donc c'est rien du tout. Et alors nous on a investi au parc scientifique de la Haute-Borne, donc on n'a pas fait Euratech, mais on a. Je vois très bien. On croit également beaucoup à ces territoires d'entrepreneurs et d'histoires familiales qui caractérisent selon moi vraiment cette région. Je vais faire le vieux bonhomme, mais j'ai connu cette zone, c'était des champs partout et c'est assez dingue ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Alors c'est vrai, comme tu l'expliquais, c'est de l'autre côté de la métropole lilloise, c'est radicalement à l'opposé d'Aura Technologies, ouais. Mais c'est pareil, c'est une zone qui s'est en 20 ans qui a explosé. D'ailleurs, c'est devenu presque dur pour circuler dans cette zone tellement il y a d'entreprises le matin et le soir. Bon, pour terminer, quelques petites questions sur ta région. Qu'est-ce qui caractérise ta région? Qu'est-ce que tu aimes chez toi, dans ta région? Ouais, sans partir dans le cliché, on dit beaucoup de choses sur les gens du Nord, mais c'est quand même une réalité, c'est la convivialité. Dans l'ensemble, c'est une région où il est assez simple de rencontrer, de partager. Donc c'est très agréable. Ça, c'est pour le côté humain. Moi, je vais pas parler du temps parce que même si c'est souvent beau quand je viens. Ben oui, ça aussi, ce sont des idées reçues sur le temps. Il fait aussi beau, aussi mauvais qu'à Paris. Donc là-dessus, pas trop de différence. Non, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Moi, j'ai toujours vécu dans le Nord. J'ai pas eu l'occasion de vivre dans d'autres régions de France, mais j'y suis bien. Et même si c'est tout en haut de la France et que quand on va dans le sud, que ce soit pour skier, pour aller à la mer, ça paraît le bout du monde, ben on est content quand même de revenir et de se remettre au travail. Et ça, c'est la question du Marseillais. Tu supportes une équipe en particulier? Tu es sportif? Je suis pas très foot, mais naturellement, je suis avec en plus je suis désolé, hein, mais la performance de l'année dernière, je suis forcément un petit peu lillois pour le LOSC. Ouais, c'était avec un entraîneur marseillais, c'était bien normal. on va pas virer la discussion foot, mais non, mais je suis un peu le LOSC. Il y a une époque où on avait pris quelques places pour l'entreprise et donc on suivait un peu plus activement. Enfin, en tout cas, moi, je suivais un peu plus activement à ce moment-là, mais après, je suis pas un passionné de foot. Mais oui, s'il fallait citer une équipe, plus le LOSC, bien sûr. Merci beaucoup, Mathieu. Avec plaisir, Guillaume. Merci pour ton temps et bravo pour ce parcours et bonne chance pour la suite. Un grand merci.